Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. En ce moment, on lit et on entend beaucoup de choses, tout et n'importe quoi, sur la médiation animale. Des informations qui sont pas toujours bonnes, qui sont pas toujours vérifiées, qui sont diffusées de façon parfois malhonnête ou avec une intention qui est pas forcément celle qui est officiellement affichée. Je vois sur les réseaux sociaux de la haine, de la rage, de la désinformation quasiment volontaire. Je vois aussi des personnes qui sont rapidement découragées à l'idée de se lancer dans un projet en lien avec l'animal parce que d'autres personnes leur ont complètement plombé l'ambiance, leur ont complètement plombé leur motivation, leur source de questionnement en leur disant un peu tout et n'importe quoi sur les métiers en lien avec la médiation animale. Et puis ce que je vois aussi, c'est beaucoup d'entraide très intéressées, beaucoup de personnes qui sont là pour vendre leurs services, mais très très peu d'entraide désintéressée. Ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est de vous parler de 3 tabous qui, à mon avis, pourrissent l'univers de la médiation animale et sur lesquels vous devez absolument vous protéger si ça fait partie de votre projet, si vous avez envie de vous lancer prochainement en médiation animale ou même si vous êtes déjà lancé. J'avais envie de rétablir un certain nombre de vérités, en tout cas avec le regard que moi j'ai, un regard qui est peut-être différent. Vous serez peut-être pas totalement d'accord avec tout ce que je vais dire, mais je vous encourage quand même à écouter ce que j'ai à dire jusqu'au bout. Parce que vous allez voir que ça va monter crescendo. J'ai pas mal d'informations que j'ai envie de démentir, que j'ai envie d'informations, de vérités que j'ai envie de rétablir. Et donc ça va se passer en 3 étapes. Si vous avez l'habitude de regarder cette chaîne et que vous êtes déjà abonné, bien c'est super. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Ça me fait plaisir, ça aide la chaîne aussi à se diffuser. Et puis de liker cette vidéo, de commenter, de partager, que vous soyez d'accord ou pas avec tout ce qui va être dit. Donc on va parler de 3 tabous. Et donc je vais commencer avec le premier. Le premier tabou, je mets les 2 pieds dedans, c'est que la médiation animale, c'est réservé uniquement aux professionnels de la santé. Alors ça fait peut-être une petite musique dans vos oreilles parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà un petit peu parlé de ce sujet dans une précédente vidéo, mais apparemment ça s'est pas entendu suffisamment. Le métier ou les différents métiers qui font appel à de la médiation animale ne sont pas que des métiers du monde de la santé et très loin de là. Alors quand je vois des formations ou des personnes qui disent que pour faire de la médiation animale, il faut absolument être thérapeute, il faut absolument être médecin, il faut absolument être aide-soignant, ou en tout cas avoir un diplôme dans la santé, eh bien, c'est à minima, je pense, une vision très rabougrie de la médiation animale, une vision très centrée sur la pathologie, sur les personnes malades ou les personnes qui vivent avec un handicap. Et je ne nie pas que c'est les premiers publics. Clairement, quand on fait de la médiation animale, les premiers publics les plus évidents et peut-être 80% des bénéficiaires ou 70% vont être des personnes qui sont en milieu hospitalier ou qui sont en milieu médico-social. Mais ça suffit pas. Je pense que c'est un contresens de réduire la médiation animale à simplement quelque chose qu'on annexe à un métier du soin. La médiation animale, elle est utile bien au-delà du milieu hospitalier, elle est utile bien au-delà des traditionnels EHPAD, IME ou institutions médico-sociales. Elle est utile partout parce que tout le monde peut un jour devenir une personne vulnérable. J'ai même envie de dire que tout le monde est un jour une personne vulnérable. Dans notre définition à nous des personnes vulnérables, on considère que les tout-petits sont des personnes vulnérables parce qu'elles n'ont pas la capacité de prendre des décisions totalement pour elles-mêmes, parce qu'elles sont dépendantes. Donc voilà, les enfants de 0 à 3 ans par exemple, mais même on pourrait élargir à l'enfance tout simplement. Quand vous êtes dans un milieu scolaire, vous êtes fragilisé. Vous pouvez subir du harcèlement, vous pouvez subir des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage, vous pouvez avoir du mal à vous intégrer. C'est pas qu'une question de pathologie, c'est pas qu'une question de handicap. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, j'ai l'impression, ont complètement occulté de l'univers de la médiation animale. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Je peux aussi vous parler d'éducation populaire. Vous avez des associations qui sont formidables, qui sont là pour aider des jeunes de quartier à sortir, à avoir d'autres occupations qui sont en dehors de la cité, à apprendre à aller s'occuper d'animaux, à apprendre peut-être à aimer, je sais pas moi, le jardinage, à aimer la nature, etc. Tous ces bénévoles-là qui sont dans des associations
Mais pourquoi est-ce qu'on les priverait d'un outil qui est formidable, qui est la médiation animale ? Tout simplement parce que les jeunes dont ils s'occupent sont pas sous une pathologie, sont pas dans un établissement de soins ou sont pas dans un établissement de santé. Moi, je trouve que c'est une erreur et que c'est un non-sens ou un contresens que de dire tout simplement que la médiation animale n'est réservée qu'au personnel de la santé. Alors, je peux vous donner quelques exemples de ce qui se fait aujourd'hui et ça choque pas grand monde de dire que ça se rapproche à de la médiation animale, voire que ça en est. Et pourtant, quand on lit sur les réseaux sociaux ou même sur des programmes de formation, eh bien on lit que c'est réservé aux professionnels de la santé. Par exemple, les ateliers lecture que vous avez dans le milieu scolaire. Vous avez, on connaît de plus en plus les ateliers de lecture avec le chien, mais aujourd'hui, vous avez de la lecture avec le lapin, de la lecture avec d'autres animaux. L'animal a de magique qu'il peut apaiser, il peut inhiber certaines craintes, ou il peut désinhiber certaines motivations à lire à haute voix, ou à s'exprimer, ou à faire autre chose. Et on n'est pas obligé d'être que avec des personnes qui sont en situation de handicap, ou qui sont neuroatypiques, etc. On peut très bien faire ça avec des enfants qui sont dans un milieu scolaire défavorisé ou pas d'ailleurs, etc. L'aide aux devoirs, c'est aussi quelque chose qui pourrait intéresser et qui devrait intéresser la médiation animale comme étant une pratique d'intermédiation entre un bénéficiaire et un animal grâce à un professionnel. Les ateliers parents-enfants aussi, vous avez beaucoup de parents qui ont du mal, qui, par exemple pendant la période de l'adolescence, ont des rapports particuliers avec leurs adolescents et pour lesquels la médiation animale, la relation entre l'humain et l'animal peut permettre d'apaiser certaines tensions, peut permettre de recréer du lien entre le parent et l'enfant qui ont commencé un peu à se tendre, etc. Je pense aussi aux lieux de répit. Vous avez des personnes qui sont dans une fatigue sociale, fatigue émotionnelle, fatigue au travail. On parle beaucoup de burn-out aujourd'hui, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses que le burn-out, beaucoup d'étapes même avant le burn-out. Donc voilà, toutes ces choses-là méritent aussi que la médiation animale s'y intéresse. Les fermes pédagogiques, aujourd'hui, ne sont pas peuplées que de soignants en blouse blanche. Et pourtant, elles sont capables, et elles ont raison, d'accueillir des personnes fragilisées et de leur proposer de la médiation animale. J'ai parlé tout à l'heure de la petite enfance, eh bien les crèches s'intéressent aussi à ça. Et en ce sens, pour moi, la médiation animale n'est pas vraiment un métier, c'est plutôt un ensemble de méthodes, un ensemble d'outils qu'on va mobiliser dans le cadre d'un objectif particulier en fonction du métier qu'on exerce déjà. Donc on est dans l'éducation populaire, on est dans le soin, on est dans le social, on est dans le médico-social. Mais vous voyez que dans tout ce qu'on a vu là, c'est clairement pas que un métier qui devrait être réservé ou une pratique qui devrait être réservée que à des professionnels de santé. Allez, on parle du deuxième tabou, deuxième fausse information, ou en tout cas ce que je peux trouver régulièrement. Alors c'est pas que sur les réseaux sociaux d'ailleurs, hein, je reçois des messages et pas que moi d'ailleurs, on reçoit des messages de personnes qui nous disent j'ai entendu que et du coup je me pose des questions, etc. Et donc le deuxième tabou qui est certainement un des plus grands et un des plus pesants pour les personnes qui veulent se lancer, c'est qu'on ne peut pas vivre de la médiation animale. Est-ce que c'est vrai ? Bah oui et non. C'est vrai qu'on peut ne pas vivre de la médiation animale, on peut ne pas réussir à développer son projet, on peut ne pas réussir, une fois qu'on l'a développé, qu'on l'a démarré, à trouver sa clientèle, à trouver un réseau de bénéficiaires, professionnels ou particuliers. On peut ne pas réussir à ce que son projet se transforme en un métier passion qui nous fait vivre et qui nous permet de dégager des revenus suffisants. Maintenant, la question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que des personnes y arrivent ? Pourquoi est-ce que des personnes n'y arrivent pas ? Parce que je vais vous en parler juste après, mais il y a des personnes qui y arrivent. Et les personnes qui n'y arrivent pas, il y a plein de raisons différentes. Soit elles n'ont pas la bonne cible. C'est clair que si vous vous installez en médiation animale au milieu de nulle part et que vous êtes spécialisé dans un type de handicap et que par la force des choses, toute la population n'est pas forcément soumise ne vit pas avec ce handicap-là. Si vous vous restreignez sur ce type de handicap-là, sur ce type de public-là, et que vous ne voulez pas aller voir ailleurs, au bout d'un moment, vous avez vite fait le tour. Mais même sur des choses plus générales, si vous ne vous focalisez que sur des EHPAD et que vous êtes 3 à 4 intervenants
ou intervenante qui se focalisent que sur les EHPAD et que sur la fin de vie, etc. Bon bah s'il y a 10 EHPAD dans votre cercle et que vous êtes 4 dessus, forcément au bout d'un moment le marché est saturé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a parlé justement juste avant, il n'y avait pas que le médico-social dans la médiation animale. On peut s'épanouir avec plein de publics différents et plein de publics différents ont besoin de la médiation animale. La deuxième raison qui fait que ça marche pas, c'est que les personnes n'ont pas forcément la bonne communication. Communiquer, c'est presque un métier, j'ai envie de dire, c'est en tout cas un certain nombre de compétences. On peut être très très bon dans sa pratique et très très mauvais dans sa manière de communiquer. Je vous donne un exemple. Si vous spammez des groupes professionnels avec vos affiches ou vos flyers sur le fait que vous faites de la médiation animale, c'est pas auprès de vos pairs et de vos confrères et consoeurs que vous devez envoyer votre pub. Enfin, je veux dire, ça, c'est quoi l'intérêt ? Moi, je vais pas aller acheter une séance de médiation animale à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut avoir une stratégie de communication qui soit adaptée à votre localité. Il faut toquer aux bonnes portes. Et puis, c'est que parfois, même quand vous arrivez à obtenir des rendez-vous, à obtenir l'intérêt, à susciter l'intérêt de certaines institutions, et bien ce que vous proposez pour certaines personnes, ce que certains professionnels vont proposer, n'est pas forcément crédible. La crédibilité, c'est une image qu'on renvoie. C'est pas forcément qu'on est bon ou qu'on n'est pas bon. Alors, il y a des personnes qui peuvent être mauvaises. Vous êtes mal formé, vous n'avez pas la bonne expérience, ou vous avez une philosophie qui correspond pas peut-être à la personne. Voilà, dans n'importe quel métier, il y a des gens qui sont mieux que d'autres. Mais au-delà de ça, parce que ça reste quand même minime, ça reste quand même très limité, normalement si vous avez suivi une bonne formation qui vous prépare sur de bonnes compétences, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas le minimum de compétences requises. Mais la crédibilité, ça passe aussi par vos documents, ça passe aussi par la façon dont vous allez communiquer avec votre commanditaire. Si vous avez, on vous demande de la documentation et que vous leur envoyez un mail avec 15 milliards de fautes d'orthographe et que vous n'êtes pas capable d'aligner 3 phrases sans avoir des mots qui sont d'un langage un peu trop courant, voire parfois vulgaire, et je dis ça mais je l'ai vu, on ne vous fait pas confiance, on n'a pas envie de vous confier des bénéficiaires. De la même manière que si vos supports de communication sont hyper mal préparés, on va dire si cette personne elle est déjà désorganisée dans sa façon de communiquer, est-ce qu'elle est vraiment organisée dans son métier ? Donc la crédibilité, ça se travaille à travers les supports qu'on crée, à travers la façon dont on communique avec les différentes parties prenantes, et ça se travaille sur le long terme. Et puis il y a des personnes tout simplement qui n'ont pas envie, qui n'ont pas compris que communiquer c'était important, que d'aller toquer à la porte des personnes qui sont leurs futurs clients potentiels, leurs futurs partenaires, c'était important, et qui démissionnent de cette mission-là qui est importante, surtout pour les indépendants, je pense aux indépendants. Clairement, les gens vont pas toquer à votre porte, il faut aller les chercher. Et donc après, vous avez des personnes qui, justement parce qu'elles n'ont pas de travail, pas de mission, pas de session, de séance de médiation animale, ont du temps à passer sur des réseaux sociaux, ont du temps pour déverser leur frustration dans des commentaires pour décourager d'autres personnes. Et moi, ça me désole parce que aller décourager quelqu'un de se lancer alors que cette personne de bonne foi a les mêmes motivations que vous ou que cette fameuse personne qui met des mauvais commentaires, eh bien, c'est dommage. C'est pas toujours très honnête et c'est un moyen d'essayer de se débarrasser de la concurrence comme si les nouveaux entrants étaient une menace pour vous. Mais il y a de la place pour tout le monde à condition qu'on sache comment s'organiser. Donc bien sûr, on peut vivre de la médiation animale. Les personnes qui se lancent vraiment, qui mettent tout en œuvre, croyez-moi, aujourd'hui elles sont débordées. Quelle que soit la localisation, à 2-3 exceptions près, vous pouvez être dans une grande ville ou dans une petite localité. Si vous faites bien les choses, si vous êtes crédible, que vous allez toquer aux bonnes portes et que vous faites tout pour que votre communication se passe bien et que vous êtes bien formé, que vous avez des bonnes compétences, vous avez plus de chances d'être débordé que de vous ennuyer chez vous à attendre
vos prochains bénéficiaires. Ça, je vous le garantis. Allez, on va passer au troisième et dernier tabou. Alors, je dis dernier parce que je vais en parler que de celui-ci aujourd'hui, mais on pourra en parler de plein d'autres. J'aurai l'occasion de refaire certainement une autre vidéo sur le sujet. Mais le troisième tabou, c'est le tabou des formations. Premier élément, j'ai encore vu une conversation aujourd'hui même sur les réseaux sociaux. Non, vous n'avez aucune obligation légale de vous former pour faire de la médiation animale. Et encore moins de vous former chez telle ou telle école. Et j'ai beau moi-même avoir mon centre de formation et avoir mes formations, je ne me permettrai jamais de dire à quelqu'un qu'il a l'obligation de se former, une obligation légale, et encore moins qu'il a l'obligation de se former chez moi. Moralement, c'est autre chose. Éthiquement, c'est autre chose. En termes de compétences, c'est autre chose. Mais il existe des personnes qui ont réussi à avoir de très très bonnes compétences de médiation animale sans passer une formation qui s'appelle formation de médiation animale, qui par le biais de leurs expériences, qui par le biais de plein de choses, ont des très bonnes compétences. Et je ne vois pas où peut être le problème à partir du moment où la loi ne vous dit rien. À l'inverse. Le souci, c'est pour toutes les personnes qui comprennent quand même que faire une formation, c'est pas juste par obligation légale, c'est que c'est quand même un point de départ essentiel quand on n'a pas les compétences requises et qu'on comprend quand même que c'est pas anodin comme métier, c'est pas anodin comme mission. On va être en contact avec des personnes vulnérables, on va être en contact avec des animaux qui ont leur propre vulnérabilité, dont on doit respecter le bien-être, dont on doit prendre un certain nombre de précautions, animales mais aussi réglementaires. Voilà, on fait pas n'importe quoi en médiation animale, et c'est pas parce que la formation n'est pas obligatoire que vous n'avez pas toutes les obligations liées à votre pratique. Et le problème, c'est qu'il existe quasiment aujourd'hui autant de formations qu'il y a de professionnels de la médiation animale. Pourquoi ? Parce qu'on revient au point précédent, c'est qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas trouvé la bonne méthode ou suffisamment les bonnes ressources pour pouvoir remplir leur carnet de réservation d'intervenants en médiation animale, ont l'impression qu'il y a un super filon à avoir, c'est d'aller vendre des formations, c'est de proposer des formations. La réalité, c'est que la moitié de ceux, voire les 3/4, de ceux qui se lancent à créer des formations à la va-vite comme ça, abandonnent assez rapidement, se cassent assez rapidement la figure. Pourquoi ? Parce que c'est un métier en fait de faire de la formation, et que quand on a 2 ou 3 ans d'expérience, de moyenne expérience, et que on veut s'improviser formateur, on n'a pas forcément les épaules pour le faire. Alors il peut y avoir des exceptions, j'en sais rien. Ce que moi je retiens, c'est que il faut quand même vachement distinguer le fait d'être content d'avoir suivi une formation et le fait que cette formation vous ait apporté vraiment les bonnes compétences. Je me souviens d'une formation absolument fantastique que j'ai suivie, dans laquelle j'étais ravi, parce que j'avais passé une super semaine, mais alors vraiment géniale, aux petits oignons. J'ai passé du temps avec les animaux, j'ai passé du temps à discuter avec des gens, mais par contre si je fais le bilan des compétences que j'ai vraiment acquises, quasiment zéro. C'est-à-dire que j'étais super content, questionnaire de satisfaction, j'étais à fond, j'étais prêt à recommander cette formation, etc. Mais c'était pas du tout sur des critères objectifs de est-ce que j'ai acquis les compétences nécessaires ou pas, est-ce que je suis devenu un meilleur professionnel. C'était juste parce que j'étais content d'avoir passé une bonne semaine. Donc forcément, si on vous invite à faire une formation dans une jolie petite ferme et qu'on vous héberge et qu'en fait vous passez du temps à faire des débats et à aller caresser des animaux et que vous faites par-ci par-là un peu de médiation animale, vous allez être très content parce que vous allez passer un bon moment, puisque c'est votre passion d'être avec des animaux. Vous allez passer un bon moment. Est-ce qu'à la fin vous aurez les compétences nécessaires ? Je ne sais pas. Alors c'est quoi une bonne formation, puisque je suis un peu dur et je le sais, je sais que je suis un peu dur sur la critique de certaines formations. Il y en a qui sont très bien, qui sont même parfaites, qui sont vraiment qui ont un certain nombre qui ont des très bonnes qualités. Et bien une bonne formation, c'est un triptyque. C'est des bons objectifs, c'est-à-dire qu'il faut être capable de bien déterminer qu'est-ce qu'on veut enseigner aux personnes. Vous suivez une formation qui vous dit que en une semaine, vous êtes capable de faire de la médiation animale, point barre. Ok, mais c'est quoi la définition de tout ça ? C'est quelles sont les compétences qu'on cherche à vous transmettre ? Et parce que plus on définit bien un objectif, plus on est capable à la fin de savoir si on l'a atteint. Et de savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Souvent, les formations sont des formations d'initiation qui cachent leur nom. En fait, quand on parle d'initiation, c'est pas vraiment une formation. C'est une sensibilisation, c'est une première approche.
Le deuxième élément de ce triptyque pour faire des bonnes formations, c'est que le contenu vous apporte un certain nombre de compétences et que vous ayez toutes les ressources qui vous soient apportées pour pouvoir acquérir ces compétences-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut un bon formateur et qu'il faut des bonnes connaissances à transmettre, des bons supports, des bonnes informations. Donc tout ce qui est formation, je pense aussi d'ailleurs dans le monde des fermes pédagogiques, je vois qu'il y a pas mal de fermes pédagogiques qui ont créé un projet dans leur vie et qui font des formations, alors elles s'improvisent, formation juridique, formation éthologique, formation ceci, formation cela. On peut pas s'improviser expert juridique si on a juste un jour déposé les statuts d'une association. C'est pas très sérieux. Donc il faut que vous ayez dans ces formations-là la certitude que toutes les ressources que vous allez avoir sont de qualité et sont réelles. Le troisième élément du triptyque, c'est le dispositif de formation. On peut avoir des bons objectifs, on peut avoir des bonnes informations. Si la façon dont les compétences vous sont transmises sont complètement foireuses, ça marche pas. Alors qu'est-ce qui peut être foireux ? C'est un dispositif en présentiel où on a prévu une liste d'informations. Alors on va vous bourrer le crâne pendant 5 jours de plein d'informations, mais on a oublié que c'est pas comme ça qu'on apprend. N'oubliez pas que votre but c'est d'apprendre des choses, c'est pas juste de les entendre le mardi ou le mercredi, c'est d'être capable d'acquérir ces compétences-là. Et puis ce qui marche pas aussi, c'est des formations en distanciel qui sont uniquement sur des bases d'informations descendantes et puis débrouillez-vous avec ça. Donc c'est un peu compliqué parce que il faut trouver un bon mix entre les deux. Le présentiel a comme avantage de pouvoir faire de la pratique. Le distanciel a beaucoup d'avantages qui sont de pouvoir apprendre beaucoup plus sereinement chez soi et de limiter en tout cas de prendre beaucoup plus de temps sur le fond et un peu moins sur le blabla. Parce que généralement, on bégaye beaucoup plus quand on est en présentiel, on prend beaucoup plus de temps pour parler de la même chose. Et donc la qualité du dispositif est quand même importante et ça veut dire que l'école qui vous forme doit avoir des vraies compétences de pédagogie, de formation, et non pas simplement être des experts. Demandez-vous si un médecin serait un bon professeur de médecine. Demandez-vous si un bon coiffeur serait forcément un bon professeur de coiffure. Non. Vous avez des très très bons artistes qui seraient incapables d'expliquer ce qu'ils font. Ils le font très bien. Mais est-ce qu'ils sont capables de vous transmettre tout ça ? Donc il faut un peu tout ça. Ce triptyque, des bons objectifs, des compétences ressources, et puis un bon dispositif. Avec tout ça, vous pouvez vous demander, quand vous choisissez une formation, est-ce que les objectifs sont atteints ? Est-ce que, parmi les gens qui se sont déjà formés, au-delà du fait qu'ils sont contents ou pas, est-ce qu'ils ont atteint leur objectif ? Est-ce qu'ils ont l'impression ? Est-ce qu'ils ont les moyens de vérifier qu'ils ont les compétences qu'on leur a promis ? Parce que c'est un petit peu ça votre objectif quand même. C'est pas juste de savoir si les gens étaient contents à leur sortie de formation. Est-ce qu'ils sont devenus des vrais professionnels ? Est-ce qu'ils sont crédibles quand ils ont à convaincre un commanditaire, quand ils ont à convaincre une institution ou la famille d'un futur bénéficiaire ? Et puis la question quand même cruciale, c'est est-ce qu'ils se sont lancés et est-ce qu'ils arrivent à vivre de leur projet ? Alors il y a un dernier élément sur la question de la crédibilité du professionnel. C'est la façon dont on va certifier les compétences de cette personne-là. Quand vous suivez une formation, vous la suivez parce que vous voulez acquérir un certain nombre de compétences, mais vous attendez quand même de l'école qu'elle puisse attester, certifier des compétences que vous avez obtenues pour que cette certification vous permettent de la revendiquer auprès des personnes qui vont décider de faire appel à vous. Et cette certification, du coup, elle doit quand même avoir une certaine valeur. Ça peut pas être un bout de papier qui dit que bravo, vous avez suivi la formation. Ou ça peut pas être un bout de papier qui dit que parce que vous avez réussi un quiz de 10 questions ou même de 50 questions à la fin d'une semaine d'initiation, parce que vous avez bien répondu à la théorie, que vous êtes devenu un bon professionnel. Et donc le processus de certification, c'est à mon sens probablement la chose la plus cruciale que vous devez regarder si vous voulez choisir une bonne formation. Et ça, moi j'en avais jamais entendu parler avant. Alors j'ai commencé à m'intéresser à cette question il y a plusieurs années. Je vous avoue qu'au tout début, quand j'ai commencé les entrepreneurs animaliers, en 2018,
je faisais peut-être de bonnes formations, mais je me contentais très volontiers de terminer des formations par des petits tests, des petits quiz de connaissances, en faisant peut-être l'amalgame que connaissance égale compétence, et que donc si quelqu'un répond bien à plein de questions théoriques, eh bien ce sera un bon professionnel. On a complètement changé de paradigme depuis quelques années, et aujourd'hui on a un processus de certification en béton. Je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être 3 écoles qui sont sérieuses en France au regard de ce processus, de cette question du processus de certification. Chacune de ces écoles vaut la peine que vous la considériez, très honnêtement. Et puis ça va être à vous de faire votre choix en fonction du positionnement de l'école, de sa philosophie. Parce que ce qui est intéressant, c'est que chacune des écoles a sa façon d'être et son positionnement. Alors nous, on a la nôtre, on a notre propre vision, donc avec un processus de certification évidemment, avec une vision assez élargie des publics vulnérables, mais ça je pense que vous l'avez compris et vous avez senti l'ADN qu'on avait, qui était de s'intéresser à plein de publics différents et de faire du professionnel de la facilitation, puisque moi je vais préférer parler de facilitation de la relation aux personnes vulnérables avec l'animal. Une vision de relation, où on va mettre beaucoup plus en avant la question de la relation plutôt qu'en avant la question de la pathologie. En ce sens, on va s'intéresser à tous les mécanismes qui vont créer le lien entre l'humain vulnérable et l'animal, plutôt que de s'intéresser de façon démesurée à la pathologie de la personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux besoins, à la pathologie de la personne, mais encore une fois, on n'est pas un soignant. On n'est pas obligé d'être un soignant. Et puis j'en ai parlé à la fin, le dispositif est important, et bien je pense que ce qui fait une très très grande différence de nos formations, c'est l'expertise qui est reconnue et qui est clairement pas égalée jusqu'à présent dans la création d'un vrai dispositif de formation à distance, hyper innovant et qui vraiment met l'apprenant au centre. On n'est pas sur quelque chose où on vise à vous montrer à quel point votre formateur ou votre formatrice est formidable, même si elle l'est absolument. Mais le but, c'est pas que vous passiez une semaine ou 6 mois à admirer votre prof. Le but, c'est qu'à la fin, vous ayez les compétences qu'on cherche à vous faire passer. Et donc, il faut que le dispositif vous transmette ces compétences-là et s'assure que vous les ayez bien acquises. Et ça, on est capable de le garantir aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas partout. Avec quelques à côté qui sont clairement pas négligeables, un suivi aux petits oignons, vous avez quelqu'un qui est dédié à votre suivi, vous avez l'accès à une vraie communauté où la bienveillance est de mise, où vous ne trouverez pas sur nos groupes internes de personnes qui chercheront à vous décourager, de personnes qui chercheront à vous mettre des bâtons dans les roues. Quand vous poserez des questions, les personnes répondront avec bienveillance, parce que ça fait partie des règles du jeu. Un accompagnement qui est gratuit et à vie, c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Quand je dis accompagnement gratuit à vie, c'est pas juste des mots. C'est-à-dire que tous les mois, vous avez des rendez-vous sur lesquels vous êtes les bienvenus pour poser vos questions, pour discuter, pour rencontrer d'autres personnes, et c'est complètement gratuit, on vous l'offre. Et puis, je vous l'ai dit, une certification en béton armé. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé de crédibilité, et la crédibilité, elle passe aussi par la façon dont vous êtes certifié. Un titre professionnel, un diplôme, une certification, appelez ça comme vous voulez, ça doit absolument se mériter. C'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, si vous passez des quiz et que ça suffit, au début il n'y a que vous qui le savez, mais au final, au bout d'un moment, les commanditaires, le milieu de la médiation animale étant quand même assez petit, et il n'est pas immense, ça va finir par se savoir que la formation que vous avez suivie délivre des titres comme elle délivrerait des petits cadeaux gratuitement, sans forcément des efforts de votre part et sans épreuve. Nous, on a décidé de mettre en place un examen de certification avec un jury de certification, un processus en béton. Et ça fait déjà depuis le début de la certification en fait que c'est le cas, avec des évolutions successives. On cherche toujours à s'améliorer. Et j'avais envie de vous annoncer quelque chose d'absolument inédit, formidable, vraiment une excellente nouvelle pour vous et pour nous. Eh bien, c'est que l'État, par le biais de France Compétences, qui est l'autorité de l'État qui gère et qui contrôle la formation en France,
eh bien, vient de reconnaître notre certification au titre du répertoire spécifique. Ça veut dire que pour la première fois, une certification qui met la part belle à la facilitation, à la médiation animale auprès de divers publics vulnérables avec notre philosophie, avec tout ce que j'ai pu vous évoquer dans cette vidéo, mais aussi dans d'autres, eh bien, vient d'être reconnue par l'État comme une certification habilitée. Et donc ça, c'est une super reconnaissance pour notre travail. Ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Et pour vous qui allez peut-être un jour être certifié dans notre école, eh bien, c'est un gage de crédibilité, de sérieux et de certitude que les compétences que vous avez besoin pour faire de la médiation animale eh bien, seront bel et bien acquises à la fin de votre processus de formation. Donc je suis vraiment très content de pouvoir vous l'annoncer parce que c'est la première fois que je l'annonce. On est très fiers, pas que pour nous, alors évidemment c'est une fierté interne, mais ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel dans le sens où aujourd'hui il n'y a que 2 écoles qui sont certifiantes. Nous sommes la 3e et cette certification est très particulière puisque elle vous permet de vous former à distance avec un processus qui a été imaginé à distance, sans aucun compromis sur les compétences et sans aucun compromis sur l'expérience professionnelle, parce que oui, dans cette formation, vous aurez une expérience de terrain solide également, et vous aurez la possibilité donc, de vous former pour obtenir une certification reconnue par l'État. Et avec la cerise sur le gâteau, pour ceux qui en ont besoin, eh bien, éligible au CPF ou à différents financements, puisque ça va avec. Voilà, alors je sais que ça va surprendre certaines personnes, parce que même nos clients les plus proches n'étaient pas au courant jusqu'à présent, et j'ai fait le choix de ne pas en parler tant qu'on n'avait pas la certitude que ce soit accepté par France Compétences. Pourquoi ? Eh bien parce que beaucoup de centres de formation, beaucoup de personnes font des promesses. J'en ai vu des promesses par-ci, par-là, de « vous inquiétez pas, un jour on sera reconnu ». Et puis ces promesses, ça fait 2 ans, 3 ans qu'elles les ont formulées. Nous, on n'avait pas envie de se lancer là-dedans, de vous faire de fausses promesses pour que vous soyez convaincus de passer par nous. La certification, elle vivait avant même qu'on soit reconnu par l'État. Vous êtes déjà plus d'1 centaine à nous avoir fait confiance, plus d'1 centaine à avoir été certifiés en facilitation de la relation entre l'animal et les publics vulnérables, à avoir déjà toute cette crédibilité. C'est une étape supérieure, c'est quelque chose de... C'est plus qu'un petit truc en plus, clairement, mais en tout cas, c'est quelque chose où la certification était déjà en béton avant, et vous allez pouvoir avoir cette sécurité supplémentaire, cette crédibilité énorme que vous confère la reconnaissance par France Compétences. Et donc, si vous avez envie de vous former, si vous avez envie de vous intéresser à cette certification, on va ouvrir dès le mois de mai les candidatures pour la prochaine session. Le lien va s'afficher sous la vidéo et puis quelque part par là. Donc, vous pouvez aller voir. Si vous avez toujours un doute, si vous ne connaissez pas encore le programme, si vous ne connaissez pas encore trop comment fonctionne notre certification, vous pouvez aussi aller voir sur notre site internet ou même tester le premier module de la formation puisque je vous l'offre gratuitement. Donc je vous mets tous les détails là-dessous. Ça fait une très longue vidéo, je m'en excuse, je sais que je voulais parler de beaucoup de choses avec vous. J'espère que cette vidéo elle vous a aidé, au-delà de savoir si vous avez envie de vous former chez nous ou pas, c'est pas vraiment le sujet, mais de vous dire que oui, on peut vivre de la médiation animale, que oui, si vous n'avez pas un cursus médical, vous avez votre place dans cet univers-là, eh bien oui, c'est le cas, et en tout cas c'est toute la philosophie de ce que nous on a créé, de tout l'univers qu'on a créé et qui aujourd'hui est hyper crédible. Et évidemment j'aurais aimé vous parler de plein d'autres choses, j'aurais pu vous parler du certificat d'aptitude pour les chiens, j'aurais pu vous parler de est-ce qu'il faut ou pas éduquer ces animaux en médiation animale, j'aurais pu vous parler des contraintes réglementaires que vous avez, notamment vis-à-vis de la cassette, etc. Donc si ces sujets-là vous intéressent, eh bien mettez-moi en commentaire voilà, les sujets qui vous intéressent, et puis je referai une vidéo prochainement là-dessus. Moi je vous retrouve très bientôt pour des reportages et puis pour d'autres sujets, et portez-vous bien.